Bonjour. Alors, forcément, vous êtes probablement surpris. Akagi est encore en vie. Aujourd'hui, je ne vous propose malheureusement pas la vidéo T62, mais conscient du temps que ça prend, j'ai préparé cette petite vidéo pour faire patienter et remplir mon quota de 2 vidéos par an. Sans plus tarder, nous allons nous intéresser à l'objet 282. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le char lourd a le vent en poupe. C'est tout particulièrement le cas en URSS, qui s'impose rapidement par la quantité et par la qualité comme le maître du char lourd. Effectivement, les combats du front de l'Est forcèrent les soviétiques à constamment innover dans ce domaine, le canon allemand en général étant l'ennemi numéro 1 contre lequel il fallait se protéger. De ces innovations naquirent la série des IS, que l'on ne présente plus. Indubitablement le char lourd le plus polyvalent du conflit, l'IS-2 devait paver la voie à des chars encore plus lourds et mieux protégés. C'est ainsi qu'apparut en 1945 l'IS-3, une profonde refonte de l'IS-2 n'en gardant que quelques points communs. Un peu plus d'un an après la mise en service de l'IS-3 en mars, c'est l'IS-4 qui entrait en service en avril 1946. Ce dernier, tout comme l'IS-3 développé en parallèle, découle d'une modernisation de l'IS-2. Aussi puissants et blindés qu'ils soient, ces chars sont de plus en plus lourds, de plus en plus chers et surtout de moins en moins fiables. Il fallut attendre plusieurs années pour que ces chars soient fiabilisés, via des programmes qui eurent un effet très positif. Cependant, pour l'URSS et pour la plupart des pays en général, attendre plusieurs années pour que son char soit fiable est un pari très risqué. En 1949, le gouvernement soviétique interdit purement et simplement le développement de chars dépassant les 50 tonnes. L'équipe de Kotin, à Tcheliabinsk, qui, il faut le rappeler, a dirigé le développement des chars KV et eut une grande influence sur les chars IS, se mit à plancher sur un char nommé 730. Afin de conserver des caractéristiques suffisantes sans dépasser la limite de poids, il fut décidé d'en faire une sorte de mini IS-7, moins blindé, moins bien armé et moins mobile. Cela ne signifie tout de même pas que le char était mauvais, il était simplement plus raisonnable, et il faut le dire, plus facilement usinable. Ce char prit initialement le nom IS-5. Suivant des modifications plutôt importantes, le char fut renommé IS-8. Ensuite, vous le savez tous, le char entre en service avec la dénomination T10, la mort de Staline étant passée par là. Ce char était, et je le dis en toute modestie, le meilleur char lourd du monde, de son entrée en service à son retrait du service en 1996. La concurrence n'était pas forcément rude, mais le T10 a maintenu une longueur d'avance technologique jusqu'à la toute fin. À l'époque de la mise en service du T10M en 1957, le char dispose tout simplement de la meilleure conduite de tir du monde. Rien que ça. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Évidemment, aucun pays ne peut se contenter d'une supériorité à un moment T, il est impératif de songer au remplacement d'un char dès la création de ce dernier. C'est en 1955 que sont posées les premières pierres de la prochaine génération de chars lourds. À l'usine de Tcheliabinsk, ce char prend le nom 277, dont les esquisses datent de 1956. Le premier prototype sera assemblé à l'hiver 1958, mais des défauts de jeunesse firent que les essais du char prirent plus de temps que prévu. Pourtant, si les ingénieurs travaillent d'arrache-pied sur les futurs chars lourds, l'idée qu'ils seront bientôt obsolètes a déjà fait un bout de chemin. En parallèle aux travaux sur le 277, le bureau de conception entame des recherches sur un char amphibie armé de lance-roquettes, nommé Objet 280. Ce char reprit la base du PT-76, mais la tourelle fut remplacée par 16 tubes lance-roquettes de 140 mm. Peu après, en 1957, le travail se porta sur les chars lourds. Le T-10M armé d'un armement similaire prit le nom 281. Si ces chars n'ont in fine pas été construits, la plupart des lance-roquettes ont été installés dans des ISU-152 convertis, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. Au final, tous ces véhicules n'étaient que des conversions de blindés existants. Il n'y avait pas encore eu de projet de créer un char lance-missile / lance-roquette à partir de zéro. Et c'est là qu'entre en scène le Conseil des ministres de l'URSS. Le 8 mai 1957, la résolution 505-253 propose un cahier des charges pour la création d'un char lourd lance-missile. Les différents bureaux de conception en URSS se voient assigner des sujets, des thèmes. Le thème qui nous intéresse le plus est le thème 4, celui sur lequel le KB de LKZ commence à travailler le 11 juillet. Les conditions sont simples. Ils doivent pouvoir concevoir un char armé de 2 lanceurs stabilisés pouvant détruire un objectif du premier ou du deuxième coup à 2-3 km. Le poids se voit limité à 45 tonnes. Le char doit utiliser les missiles Salamandra alors en développement au NI-48.
Le cahier des charges impose aussi une motorisation très puissante. Le char ne doit pas avoir une vitesse de pointe inférieure à 55 km/h et une puissance massique de moins de 20 chevaux par tonne. Tout cela avec une autonomie de 500 km. Quant à la protection, elle impose de pouvoir encaisser un obus perforant de 122, qui aurait une vitesse terminale de 1000 mètres secondes, ce qui correspondait peu ou prou au canon du T-10M. Comme pour les travaux en cours sur les nouveaux chars lourds conventionnels, la protection de l'équipage dans un environnement contaminé a longuement fait réfléchir. Pour la quantifier, puisque la contamination n'est pas vraiment une question de oui ou de non, mais de quel taux, la dose permissible maximale à l'intérieur était, au moment d'une explosion atomique, de 200 Röntgen, soit 2 sieverts, pour une dose extérieure de 80 000 Röntgen, soit 800 sieverts. 2 sieverts reste une quantité élevée, mais il y a un peu plus de chances de survie qu'à 800. Quant à la pression créée à l'intérieur par une onde de choc, elle doit être de 20 kPa, pour une pression de 400 000 pascal à l'extérieur. Le thème prévoyait une fin des travaux à l'hiver 1959, avec la production de 2 prototypes et de tous les sous-systèmes. Début 60, le char doit pouvoir réaliser les essais d'état. Le 3 août 1957, le directeur de LKZ ordonna le début des travaux sur un char nommé 282, sous la direction de Chistiakov. L'usine ayant une certaine expérience avec les lance-roquettes et le projet étant jugé particulièrement complexe, il fut d'abord décidé de développer le véhicule avec des lance-roquettes de 132 et 152 mm. Une réunion du 3 septembre concernant la conception du char permit d'en définir son arrangement. 2 chars seraient développés, le 282T n'utilisant que des lance-roquettes, le T signifiant Turbo Reactiveness, qui veut dire autopropulsé dans le contexte des roquettes, et le 282U, armé de lance-missiles, le U signifiant upravlenie, soit guidé comme un missile. Initialement, ce char devait accueillir 3 membres d'équipage dans un compartiment de combat à l'avant. Derrière eux se trouverait le compartiment moteur et l'entourant l'armement, qui était donc dans le char et non pas à l'extérieur. L'un des points les plus intéressants du char est son train de roulement. Le char utilisera plus tard une suspension hydropneumatique avec des éléments découplés, c'est-à-dire que la suspension est entre guillemets à l'extérieur du char au lieu d'y être intégrée. C'est quelque chose que l'on peut toujours voir sur des blindés modernes de nos jours. Les principaux avantages d'une telle configuration sont un petit gain de protection, une réduction du bruit et des vibrations, ainsi qu'un plus gros potentiel évolutif. Si les travaux sur le char avançaient à un bon rythme, le développement du missile prenait un peu plus de temps. À vrai dire, même la disposition des ailerons du missile n'avait pas encore été définie, et le type de contrôle était encore sujet à débat. En novembre, le char avait trouvé sa configuration finale. L'équipage serait bien à l'avant, mais il ne serait que de 2 hommes, l'un dans le compartiment de pilotage protégé par un réservoir, et l'autre dans un compartiment de combat entre le pilote et le moteur. Tout ce beau monde serait protégé de l'extérieur par des plaques de 30 mm internes. Les 2 lanceurs sont positionnés dans des tourelles rotatives, cachées dans le char. Lors du tir, les tourelles se lèvent, font feu et se rétractent automatiquement pour recharger via des barillets. Ce processus prenait environ 10 secondes. La question la plus difficile à résoudre restait celle de la conduite de tir. Il était prévu d'avoir la possibilité de synchroniser les tirs, mais finalement, les soviétiques optèrent pour une option plus simple. Une tourelle allait tirer, puis l'autre. Cette conduite de tir se ferait évidemment via une optique, mais qui restait encore indéterminée. Il y avait 2 options disponibles, une optique avec radar de télémétrie, ou une optique avec télémètre à coïncidence. L'option choisie fut de repousser la question à début 1958 et de ne pas installer de télémètre sur le prototype, ce qui ne facilita pas forcément les essais de tir. Afin de simplifier la construction du char, il fut décidé d'abandonner le blindage moulé, alors cher à LKZ, puisqu'utilisé massivement sur le 277 et le 279. Le char utilisera d'épaisses plaques soudées. Ces 3 plaques frontales étaient d'une épaisseur de 150 mm inclinées à 64 degrés, offrant même, selon les calculs des ingénieurs, une protection contre les obus perforants de 130 et les charges creuses de 85. Une maquette en bois en 1/10 fut réalisée fin 1957, pour présenter le véhicule dans sa configuration initiale. Cependant, les problèmes liés aux missiles persistaient. Les différents bureaux qui travaillent sur divers missiles avec divers types de contrôle n'y arrivaient pas. En février 1958, le NI 648 et le NI 48 n'avaient terminé que des études préliminaires sur le missile Salamandra. Il y avait d'importants problèmes de communication entre toutes les entités. Un coup, le missile était trop gros pour entrer dans le char, et l'autre, les ailerons ne fonctionnaient pas. En bref, c'était un sacré bordel. Dans l'espoir d'accélérer un peu les choses, le Conseil des ministres autorisa en février 1958 la participation de plusieurs autres entreprises au thème 4. Pour éviter de vous réciter oralement la liste, elles seront affichées à l'écran. Étant un peu lassé de cette perte et ayant quand même une deadline à respecter, LKZ commença à assembler le prototype en mars, avec les composants alors disponibles.
C'est-à-dire pas tous. Il fut convenu alors d'un nouveau planning. En 1958, il fallait réussir à coordonner tout le monde et terminer tous les plans. En 59, les éléments du char et un prototype devaient être essayés. En 60, il fallait produire des chars en prenant en compte les retours des essais en usine de 59. Le Ni 648 a fourni à LKZ des informations sur le système de guidage du missile, puis s'est barré du projet, tout simplement. Sauf que le Ni 48 n'était pas spécialement au courant du système du guidage développé par le Ni 648 et a donc développé un missile aérodynamiquement, disons, inadapté. Le résultat, un missile qui vole à 150 mètres secondes, ce qui est un peu en deçà des attentes. Kotin rapporta au Gekasmot à l'été que le développement du 282 était bien toujours en cours, mais qu'il était armé de lance-roquettes, sans faire référence à des missiles. Kotin était tout à fait convaincu que, même en l'absence de missiles, le char lance-roquette était tout aussi efficace et que les essais d'un lance-roquette de 132 dans un PT-76 ont prouvé la valeur de cet armement. Lors d'une réunion le 2 septembre 1958 à Kubinka, le maréchal Grechko, commandant de l'armée de terre soviétique, autorisa la poursuite du développement du 282 en tant que char lance-roquette. La deadline pour la finalisation du prototype et la production de roquettes fut établie au 15 février 59. Quelques jours après la rencontre à Kubinka, Kotin envoya au Gekasmot une ébauche des caractéristiques du 282. Il y est fait mention des roquettes TRS-152, car on le verra plus tard, le char sera construit avec 2 lance-roquettes différents. Fin 58, le premier prototype du 282 est enfin achevé, sous la direction de l'un des plus célèbres ingénieurs soviétiques, Chachmourine. Il s'agira de l'un des tout derniers projets auquel il participe dans sa vie d'ingénieur. Le char est encore très expérimental. Il ne dispose même pas de tourello pour le tireur, mais l'armement et autres systèmes sont fonctionnels. Topol, le nom donné au système permettant de gérer le chargement et le contrôle des armes, est sur toutes les lèvres. Il s'agit du système le plus complexe et le plus critique du char. Le 19 janvier 59, une réunion du bureau de conception se tint pour discuter du statut du système Topol. Ce dernier présentait évidemment quelques problèmes, mais rien de bien surprenant. Pour rappel, le système doit pouvoir pointer la tourelle en direction de la cible automatiquement en la stabilisant, en plus de devoir calculer la distance et d'autres paramètres de la cible et du char lui-même afin de corriger le tir. Si vous connaissez un peu la conduite de tir du T-10M, le système Topol est similaire, mais doit en plus gérer le pointage et le chargement de l'arme. D'ailleurs, durant les essais, l'armement était combiné au viseur TPD-S, dont le remplacement par le TPD-2S, le viseur utilisé dans les 3 derniers chars lourds soviétiques, a été conseillé. Finalement, les essais du système Topol et du 282 en général furent jugés concluants, bien que sa capacité à tirer sur des cibles en mouvement soit remise en question, à cause du développement très rapide du système. Au cours de l'année 59, le 282 participa à divers essais, notamment à Kubinka ou dans la région de Vsevolozhsk. Ce n'était pas là la fin du 282, puisque le char fut inclus dans le programme de LKZ de 59 à 65. Effectivement, le TCKB-14 avait alors réussi à mettre au point un missile à guidage infrarouge, ce qui manquait clairement au char. Début 60, il subit une nouvelle batterie d'essai. Le 1er mars, le Gekasmot confiait à LKZ la tâche de concevoir un char lance-roquette et lance-missile, utilisant à la fois les TRS et un missile de type Phalanga ou Scorpion. Et donc à l'été, LKZ conçut le 282K, un char comprenant 2 sous-versions, mais utilisant le Scorpion philo-guidé, le Phalanga radio-guidé et un lance-roquette. Ce char pèserait plus de 46 tonnes et aurait 2 à 3 membres d'équipage. Dans sa première version, le char utilise un missile Phalanga, installé dans la caisse comme dans le 282 classique. Dans sa deuxième version, lorsque le char utilise le missile Scorpion, il est installé à l'arrière et le Phalanga n'est pas installé. Dans tous les cas, il conserve une tourelle de 132 ou 152 mm. L'année 1960 servit principalement à affiner le système et à effectuer divers essais sur le 282. On peut par exemple noter l'utilisation pour des essais du moteur V12-7 au lieu du V12F. Le principal changement apporté au 282 au cours de l'année est l'installation d'un missile Scorpion. Le Scorpion était un missile tout à fait correct pour son époque, très similaire au SS-11 qui était alors la référence en termes de missile anti-char. Début 1961, la plupart du travail sur le char était terminé, et il était considéré comme prêt à entrer en production à la fin de l'année. Cependant, cela n'arriva pas. La plateforme char lourd n'était plus au goût du jour, et l'armement, bien qu'efficace, n'était pas non plus le plus adapté pour une plateforme aussi conséquente. En parallèle au thème 4, LKZ travaillait aussi sur le thème 31, avec le char 286. Il reprenait en partie la conception du 282, mais avec un armement radicalement différent. Le travail sur ce char fut aussi stoppé en faveur du 287. Un char qui a, lui aussi, une très riche histoire.